Voici le chapitre de géographie sur lequel les élèves de 5e sont amenés à travailler. Il faut d'abord, en appuyant sur la touche droite du clavier, aller sur le titre du thème 2, il faut le noter. Thème 2, des ressources limitées, à gérer et à renouveler. Une fois que le titre est noté, on peut passer à la diapositive suivante. Il est conseillé de mettre l'enregistrement sur pause régulièrement, le temps d'arriver à noter les différents titres ou les traces écrites. Je continuerai un enregistrement continu. Passe à la diapositive suivante, en appuyant sur la touche droite de ton clavier. Voici maintenant le titre du chapitre, c'est le chapitre 3. Note-le en rouge. Chapitre 3, l'énergie et l'eau, des ressources à ménager. Passe à la diapositive suivante. Il s'agit de la problématique, tu dois également la noter en rouge. Problématique, comment les ressources en énergie et en eau peuvent-elles faire l'objet d'une utilisation raisonnée et durable? Point d'interrogation. Change de diapositive et te voici sur le titre du grand 1, donc tu vas pouvoir noter donc les mots qui suivent, en rouge toujours. Grand 1, la question de l'énergie dans un pays émergent, le Brésil. Change de vignette pour arriver au titre du grand A, tu le notes en rouge, les besoins énergétiques d'un géant. Tu vas tout de suite aborder plusieurs documents. Ces documents concernent donc le Brésil et sa consommation d'énergie et vont te permettre d'avoir des éléments compréhensibles pour la trace écrite qui suivra. Le premier document que tu trouves, après le titre du grand A, est un graphique qu'on appelle graphique en camembert. Ce graphique en camembert te présente les différentes énergies qui sont consommées aujourd'hui au Brésil. D'un côté, les énergies dites fossiles, pétrole ou gaz, des énergies très polluantes, et de l'autre, des énergies renouvelables, beaucoup moins polluantes. Elles viennent, par exemple, des biocarburants, c'est-à-dire de la transformation en carburant de certaines plantes, comme la canne à sucre ou le soja parfois. Elles viennent également de l'hydroélectricité, c'est ce que tu as en bleu. L'hydroélectricité, c'est le fait de faire de l'électricité à partir de l'eau. Et puis tu as aussi l'énergie nucléaire qui apparaît. Mais l'énergie nucléaire, si elle est parfois considérée comme renouvelable, est une énergie qui peut aussi polluer beaucoup puisque les déchets sont radioactifs pendant des milliers d'années. Tu te rends compte que le pétrole et le gaz représentent à peine plus de la moitié de la consommation énergétique du Brésil. Dans la plupart des pays du monde, le pétrole et le gaz représentent souvent les 2 tiers. Change de vignette. Voici un graphique qui, lui, te montre la consommation d'énergie en kilogrammes d'équivalent pétrole par habitant depuis 1970 et jusqu'en 2012. Que constates-tu en regardant la courbe? Tu peux voir que la consommation d'énergie par habitant au Brésil a considérablement augmenté. Cela signifie 2 choses. D'abord, d'une part, que la population a augmenté, ça c'est un fait, mais également que le niveau de vie de la population a augmenté. C'est-à-dire que le Brésil est devenu de plus en plus riche et que de plus en plus de gens ont accès à des équipements ou à des logements dans lesquels la consommation d'énergie augmente. Tu verras un peu après que néanmoins, tout le monde n'est pas concerné et que dans certaines zones du Brésil, il y a encore de nombreuses personnes qui vivent sans électricité par exemple. Passe à la diapositive suivante. Cette diapositive est une carte du Brésil et d'une partie de l'Amérique du Sud qui te montre les différentes ressources qui sont disponibles sur le territoire brésilien. Tu as le pétrole et le gaz qui sont dans le Brésil, dans le territoire brésilien, mais également tu peux le voir en offshore. Ce sont les hachures roses que tu as sur la carte. Le mot offshore en anglais signifie au-delà des côtes, ça veut dire dans la mer, et donc c'est du pétrole qu'on va chercher au moyen de plateformes qui sont posées sur la mer, alors avec des piliers qui rentrent dans le sol, et qui permettent d'aller chercher donc du pétrole ou du gaz dans les fonds marins. Tu t'aperçois aussi qu'il y a de nombreux barrages hydroélectriques. Le barrage d'Itaipu, qui apparaît au sud du Brésil, est un des plus grands barrages hydroélectriques du monde. Et puis, tu as en vert de grandes étendues de culture de la canne à sucre pour le biocarburant. Tu vas voir que cette culture de la canne à sucre peut poser problème, puisque pour défricher
les zones à cultiver, très souvent, ce qu'on coupe, c'est la forêt amazonienne, et parfois dans des proportions très importantes. Tu peux changer de diapositive pour arriver à la trace écrite. Tu dois noter la trace écrite comme suit. La consommation d'énergie au Brésil a beaucoup augmenté depuis les années 1970. Les principales sources d'énergie présentes et utilisées sont les énergies fossiles, pétrole découvert dans les années 1990 et gaz, les biocarburants et l'énergie hydroélectrique. En outre, le Brésil dispose de réserves d'énergie fossile en mer, mais tout le monde n'a pas accès à l'électricité au Brésil, notamment dans les zones rurales. Une fois que tu as noté la trace écrite, tu peux changer de diapositive. Tu arrives sur le titre d'un grand B qui s'intitule, et tu peux le noter, Les choix énergétiques du Brésil. La vignette suivante, tu peux aller dessus, te montre le barrage d'Itaïpu. C'est un des plus grands du monde. Le plus grand se trouve en Chine, c'est le barrage des Trois Gorges. Le barrage d'Itaïpu est le deuxième plus grand barrage hydroélectrique du monde. Tu peux constater sur cette image que le barrage est construit face à un large lac artificiel qui a été créé au moment de la construction du barrage, et qu'en fait, les lâchers d'eau que tu vois légèrement sur la gauche de l'image correspondent à des moments où le lac est trop plein. Le barrage et la production électrique sont essentiellement à droite de l'image, c'est là que l'eau passe dans des turbines de façon à produire de l'électricité. Change de vignette. Sur la vignette suivante, tu vois deux agriculteurs en train de récolter de la canne à sucre. Aujourd'hui, au Brésil, la canne à sucre ne sert plus tant à fabriquer du rhum ou à faire du sucre, elle sert surtout à fabriquer ce qu'on appelle un biocarburant, c'est-à-dire un carburant fait à base de solutions végétales. On extrait les sucs de ces plantes pour les distiller et en faire une forme d'alcool qui sert de carburant pour les véhicules. Aujourd'hui, les trois quarts des véhicules qui circulent au Brésil sont des véhicules qui marchent avec un biocarburant, qui est donc bien évidemment infiniment moins polluant que des carburants classiques comme l'essence ou le diesel. Tu peux désormais changer de vignette pour noter la seconde trace écrite que voici. Le Brésil a fait des choix énergétiques qui lui permettent aujourd'hui d'avoir une énergie issue à 45% de procédés renouvelables. Les barrages hydroélectriques sont nombreux et fournissent une énergie abondante. Mais c'est surtout dans le secteur des biocarburants que le Brésil s'impose grâce à ses ressources agricoles et forestières. Une fois que tu as noté la trace écrite, tu peux changer de vignette. La vignette suivante est un texte. Il s'agit d'un article tiré du site france-tv-info.fr qui s'intitule « Une tribu isolée en Amazonie ». J'en fais la lecture, tu suis avec moi. Ancien photographe officiel de Lula, le président brésilien, Ricardo Stuckert est plus habitué à immortaliser des politiciens. Mais ce dimanche 18 décembre, ce sont des hommes dénudés au beau milieu de la forêt amazonienne qui se présentent par hasard face à son objectif. Des membres d'une tribu dont on ne connaît presque rien, pas même leur nom. Ils sont simplement appelés les Indiens isolés du cours supérieur de la rivière Humaita. La rencontre entre ces deux mondes n'aurait pas eu lieu sans des conditions météorologiques particulières. Ce jour-là, Ricardo Stuckert monte à bord d'un hélicoptère pour se rendre à Jordão, dans l'état d'Acre, à la frontière avec le Pérou. Un orage oblige l'appareil à dévier de sa trajectoire en plein vol, quand les huttes finissent par apparaître au milieu de la forêt. Il est accompagné de José Carlos Mereyes, un chercheur qui étudie les tribus indiennes. L'endroit est complètement reculé. Sans contact régulier avec la société industrialisée ou d'autres tribus, les habitants ne sont pas habitués à une telle intrusion sur leur territoire. Le survol bruyant de l'hélicoptère au-dessus de leur campement est accueilli par une pluie de flèches. L'ONG Survival, qui défend ces populations, rappelle que c'est d'ailleurs cette volonté de rester isolés qui les caractérise. L'accueil est hostile, mais ce n'est pourtant pas la première fois que le contact est établi avec les Indiens isolés du cours supérieur de la rivière Humaita. José Carlos Mereyes explique avoir repéré pour la première fois des signes de cette tribu en 1988. En 2008, la Fondation nationale de l'Indien, FUNAI, un organisme gouvernemental, avait également publié des photos prises lors de vols au-dessus de leur campement. C'est très important
car certaines personnes doutent de leur existence, avait alors expliqué José Carlos Méries, qui travaillait à l'époque pour Funai. Entre chaque contact, les indigènes se sont déplacés, précise le chercheur. Les photographies de Ricardo Stuckert montrent aussi que la tribu utilise des outils composés de métal, notamment des haches et des machettes, des matériaux qu'ils se sont forcément procurés via d'autres hommes, probablement lors de raids dans d'autres tribus. La diffusion de ces clichés a suscité la colère de Funai. En exposant publiquement ces peuples autochtones qui maintiennent volontairement leur isolement, ce reportage fait preuve d'un manque de respect, dénonce la Fondation dans un communiqué. Une tempête dans un verre d'eau, réplique José Carlos Méries. Les vols d'avions restent quelque chose de bizarre pour les Indiens, ça reste une forme d'invasion, je le sais. Mais si on ne faisait absolument rien, ces tribus pourraient disparaître complètement et on n'en saurait jamais rien. Car les menaces sont nombreuses. Exploitants forestiers illégaux, chercheurs d'or, trafiquants de drogue. Ce qui les tue, c'est l'invasion territoriale, les barrages électriques et les compagnies de pétrole, ajoute José Carlos Méries. Difficile dans ces conditions de maintenir leur isolement, pourtant essentiel à leur survie. Il n'est pas rare que 50% de la population d'une tribu succombe à des maladies allogènes telles que la rougeole ou la grippe dans l'année qui suit leur premier contact, explique l'ONG Survival. Une mise en contact involontaire avec le monde moderne pourrait tout simplement les anéantir. En changeant de vignette, tu tombes sur une vidéo qui est justement une vidéo prise par les gens de Survival montrant ces tribus isolées d'Amazonie. Une fois que tu as lu la vidéo, tu peux changer de vignette pour arriver à une trace écrite qui fait suite à la précédente. Mais ce développement énergétique se fait parfois au détriment des populations locales, en particulier les populations indiennes qui vivent dans les zones visées par le développement de barrages, d'exploitation de pétrole ou d'agriculture intensive. Certaines tribus isolées sont particulièrement sensibles aux modifications de leur environnement immédiat. Tu peux ensuite changer de diapositive pour arriver au titre du grand C que tu peux noter, en rouge toujours, grand C, la gestion de l'énergie au niveau mondial. Tu peux changer de diapositive pour arriver à un tableau récapitulatif. Ce tableau te montre la façon dont l'énergie est aujourd'hui consommée, produite et consommée plus exactement, au niveau du monde. Tu te rends compte que les énergies renouvelables sont très très largement devant, puisque 86% de la production mondiale d'énergie concerne le pétrole, le charbon, le gaz naturel et le nucléaire. Ce sont des énergies qui, pour l'ensemble, sont extrêmement polluantes, comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, et par ailleurs, pétrole et gaz naturel ont des réserves limitées. Ce sont des énergies qui ont tendance à s'épuiser. Le nucléaire, lui, pose des problèmes de risque technologique, et le stockage des déchets radioactifs pendant plusieurs milliers d'années pose lui aussi question. Les énergies renouvelables ne représentent aujourd'hui que 14% de la production d'énergie mondiale. L'hydroélectricité, c'est-à-dire la production d'eau par des barrages, représente 2,4% de l'énergie mondiale. Elle a comme avantage de ne pas émettre de CO2, mais elle pose des problèmes puisque des conséquences sociales et environnementales lourdes sont parfois liées à l'utilisation de ces barrages. Et puis la ressource est inégalement répartie. Des endroits sont particulièrement bien pourvus en fleuve, d'autres, par exemple dans certains continents plus arides, beaucoup moins. Le bois et la biomasse, ce qu'on appelle les biocarburants, ça représente 10,2% des énergies renouvelables. Là aussi, ça représente peu d'émissions de CO2, mais ça pose des problèmes, notamment au Brésil, de la déforestation. On coupe la forêt amazonienne pour pouvoir laisser de la place à l'agriculture intensive. Enfin, le solaire, l'éolien, la géothermie ne représentent que 1,2% de la production d'énergie renouvelable. L'énorme avantage, c'est que la ressource est abondante, elle est quasiment illimitée, il n'y a pas d'émissions de CO2 et le coût est faible. Le problème, en revanche, c'est qu'on le produit encore aujourd'hui relativement peu. Une fois que tu as écouté le commentaire de ce tableau, tu peux changer de diapositive pour aller à la trace écrite, qui est la trace écrite du grand C que tu peux noter. Au niveau mondial, aujourd'hui, les énergies non renouvelables représentent encore plus de 85% des énergies utilisées. Mais ces énergies ont bien des inconvénients. Pollution, réserves limitées pour les énergies fossiles, ou encore gestion des déchets dans le cas du nucléaire. De leur côté, les énergies renouvelables pèsent pour moins de 15%. Et renouvelable ne signifie pas sans inconvénients.